Salut à tous, c'est Ben, on se retrouve pour une troisième vidéo sur les manipulations de marché, toujours inspiré du livre de Anna Cooling. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous incite vivement à aller les voir parce que j'ai pris un point de vue micro pour arriver aujourd'hui à un point de vue macro dans cette troisième vidéo, et ces vidéos ont une suite logique, et donc vous commanderez davantage cette vidéo si vous avez pu voir celle d'avant. Comme je viens de vous le dire, aujourd'hui on va aborder la vision plus macro des manipulations de marché, et on va voir ensemble ce que sont les phases d'accumulation et les phases de distribution. Pour pouvoir ensuite savoir où est-ce que les insiders et les market makers se placent pour acheter des actions et pour les revendre aux traders particuliers. L'objectif étant évidemment de se placer comme ces insiders pour bénéficier des hausses et sortir avant les retournements. Ces analyses s'appuient principalement sur les volumes et la façon dont on peut les interpréter pour voir comment ces insiders se placent. L'avantage des volumes étant qu'ils ne peuvent pas être masqués. Alors je sais que les insiders peuvent faire des achats et des ventes dans ce qu'on appelle des dark pools, qui vont en fait leur permettre de faire des transactions qui ne seront pas visibles sur le niveau 2 et sur les graphiques sur le volume. En revanche, ils ne pourront pas faire ça pour l'ensemble de leurs actions, car ce sont bien les particuliers à qui ils doivent vendre, et ces dark pools sont réservés souvent justement aux market makers et aux insiders. Les insiders sont donc obligés de traiter une partie de leur volume sur ce qu'on va appeler les marchés traditionnels. Mais voyons ça de plus près. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir ensemble 5 concepts fondamentaux qui vont nous révéler dans quelle situation se trouvent les insiders. On va avoir l'accumulation, c'est une phase pendant laquelle les insiders vont acheter. La distribution, c'est la phase pendant laquelle ils vont vendre. Le test, le selling climax et le buying climax. Dans son livre, Anna Cooling fait une analogie entre les insiders et un marchand qui aurait un entrepôt. L'un et l'autre veulent acheter à un prix de gros et revendre à un prix de détail, et répéter ce cycle autant de fois que possible. L'image importante à garder en tête, c'est que les insiders ont un entrepôt ou un inventaire qu'ils vont chercher à remplir pendant les phases d'accumulation et à vider pendant les phases de distribution. Voici comment se présente une phase d'accumulation. On comprend bien qu'elle se situe sur des plus bas. Évidemment, l'insider veut acheter sur les prix les plus bas, c'est ce qu'on disait avant, c'est le prix de gros finalement. Mais avant de rentrer dans le détail de l'analyse de ce graphique, mettons un peu de contexte. Pendant la phase d'accumulation, les insiders vont essayer d'accumuler un maximum d'actions, et ce, sans éveiller les soupçons. Par conséquent, cela va prendre du temps. Cela peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Puisque, comme vous le savez sûrement, si jamais les insiders voulaient acheter tout leur stock d'un coup, ils feraient monter le prix drastiquement, et je vous rappelle que l'objectif est d'avoir quand même des prix de gros, c'est-à-dire des prix bas pour accumuler. Mais dans ce cas, comment font les insiders pour pouvoir garder des prix bas? Eh bien, tout simplement, ils vont inciter tout le monde à vendre. Et pour ça, rien de plus simple, il suffit de relayer des informations dans les médias. Les médias sont toujours à l'affût d'une nouvelle, et seront les premiers à relayer une nouvelle qu'on leur sert sur un plateau. Les insiders, eux, ont une expérience depuis des décennies qui leur permettent de savoir comment ils vont provoquer la peur, ou plus tard on le verra, la cupidité chez les investisseurs particuliers. Vous verrez notamment qu'on met souvent en avant certaines analyses par les grandes banques, JP Morgan, Morgan Stanley, etc., sur certaines actions plutôt que sur d'autres. Les investisseurs particuliers, tout comme les médias, voient en ces banques et en ces hedge funds une figure d'autorité, et ne remettent jamais en question quelles pourraient être leurs intentions. Ces insiders profitent donc de ce statut pour partager des informations qui vont aller le plus souvent dans le sens de leurs investissements. Parfois, ils n'ont même pas besoin de communiquer particulièrement, il suffit qu'une nouvelle sorte, et ces insiders vont se mettre à vendre massivement et donner du coup du crédit à cette nouvelle, en supposant qu'elle est négative évidemment. De cette manière, le cours baisse, et par conséquent, les investisseurs pensent que la nouvelle est particulièrement mauvaise et qu'il faut aussi vendre. Et c'est ainsi que les insiders vont pouvoir racheter du coup plus bas. L'objectif pendant cette phase est de faire perdre tout espoir aux investisseurs qui seraient déjà positionnés dans l'action. Ce que veulent les insiders, c'est que tous les investisseurs sortent de leur position. Ils vont donc reproduire ce schéma de vente et de panique à la sortie d'une mauvaise nouvelle de nombreuses fois pour arriver à un niveau suffisamment bas pour qu'ils puissent accumuler vraiment les actions à un prix qui serait bon marché. Au bout d'un certain moment, même les investisseurs les plus récalcitrants vont finir par céder et vendre leurs actions. À ce moment-là, les insiders ont donc une grosse partie des actions à leur disposition. Par conséquent, il n'y aura plus grand monde pour vendre, et il sera facile de faire remonter le cours, puisqu'il n'y aura plus de résistance et plus personne pour vendre en phase 2.
Alors, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais ces schémas se reproduisent sur toutes les timeframes et sur toutes les durées. Voyons donc maintenant graphiquement comment on peut interpréter tout ça. Ici, vous voyez la campagne sur la partie gauche, c'est-à-dire cette grosse baisse, pendant laquelle les insiders ont incité le marché à vendre, soit en partageant dans les médias des nouvelles à caractère négatif, soit en vendant massivement à l'annonce de mauvais résultats ou à l'annonce d'une nouvelle qui serait peut-être un peu négative ou même complètement négative. Et quel est le meilleur moment pour faire ça? C'est souvent pendant la période des annonces de résultats. Les résultats sont une information qui sont largement attendues par les marchés, et en faisant bouger le marché en fonction de la direction qui les arrange, les insiders définissent finalement ce que le marché doit penser d'une nouvelle. On voit assez fréquemment une entreprise battre des records de profit et pourtant avoir son cours qui s'effondre. Les médias justifient généralement cette information par le fait que Wall Street s'attendait à ce que les résultats soient encore meilleurs. En fait, il s'agit simplement des insiders qui font baisser le cours de manière à pouvoir accumuler plus facilement cette action. C'est donc leur agenda et leur avis qui priment sur la façon dont on devrait interpréter une nouvelle. Mais revenons au graphique. Ici, on voit les volumes et des pics de volume, notamment sur les plus bas. Ce sont généralement sur ces niveaux-là que les insiders vont se mettre à acheter massivement pour retenir un niveau support. Pendant cette période, ils remplissent leur inventaire, leur entrepôt, et accumulent les actions jusqu'à ce que l'inventaire soit plein, et à ce moment-là, ils vont aller essayer de casser une résistance pour aller chercher de nouveau plus haut. C'est ce qu'on appelle le breakout. Alors j'ai parlé de la façon dont les insiders pouvaient se servir des médias pour faire baisser le cours d'une action, mais ils peuvent aussi servir de certains algorithmes qui vont vendre à un moment opportun, à un moment idéal, parce que le carnet d'ordre sera peut-être moins rempli que d'habitude, ce qui fera que la vente provoquera une baisse beaucoup plus aiguë, beaucoup plus rapide qu'habituellement. De cette manière, les investisseurs particuliers vont se mettre à paniquer, vendre massivement, et c'est à ce moment-là que les insiders vont se mettre à acheter, et c'est pour ça qu'on peut voir de forts volumes dans ces moments-là, parce que pour pouvoir acheter massivement et à des prix bas, il faut forcément créer une sorte de panique chez les investisseurs particuliers. Passons maintenant à la phase de distribution. Alors on a eu ce breakout, maintenant on a besoin d'avoir toute cette hausse et il va falloir vendre aux particuliers. Maintenant on va mettre en avant les bonnes nouvelles et on va vouloir se débarrasser des actions et vider l'entrepôt. Comme je vous l'ai dit plus tôt, les insiders vont provoquer un breakout et pour faire ça, eh bien ils vont tout simplement arrêter de vendre sur le haut du support. Puisque je ne l'ai pas dit plus tôt, mais évidemment, s'ils voulaient conserver un prix bas et continuer d'accumuler, il fallait faire croire aux investisseurs particuliers que on allait rester dans ce range, dans ce canal. Pour déclencher ce breakout, ils cessent de vendre et puis se mettent d'ailleurs même à acheter au niveau de cette résistance qu'on voyait précédemment dans la phase d'accumulation. C'est ce qu'on a ici. Ils arrêtent de vendre et se mettent donc à acheter à ce niveau-là et déclenchent ce breakout comme je vous l'ai dit précédemment. Une fois le breakout déclenché, c'est déjà un premier signal pour certains investisseurs, mais il faut aussi susciter de l'intérêt chez d'autres investisseurs peut-être plus long terme, même ceux qui se sont fait sortir récemment. Voilà pourquoi, généralement, les insiders vont tenter de provoquer des paniques modérées. Ils vont jamais vouloir provoquer trop de peur de manière à ce que les investisseurs particuliers ne soient pas traumatisés par l'action et puissent revenir l'acheter quelques temps plus tard. Les insiders et les analystes changent alors de discours pour faire sortir les bonnes nouvelles à propos de cette action, et le marché commence à gagner en momentum. Petit aparté, ce sujet de manipulation des médias, même s'il peut paraître complotiste pour certains, moi il m'a beaucoup rappelé un livre que j'avais lu de Ryan Holiday qui s'appelle « Croyez-moi, je vous mens », dans lequel Ryan Holiday était à l'époque directeur marketing d'American Apparel à seulement 28 ans, et dans son livre il explique comment avec des bouts de ficelle, en envoyant quelques messages à des blogueurs, il avait pu faire une campagne de communication à l'échelle internationale avec des moyens extrêmement réduits. Je vous conseille ce livre, il est extrêmement intéressant, mais mon point c'est de vous dire, imaginez si un jeune de 28 ans avec très peu de moyens arrive à faire parler de lui à l'échelle internationale et à faire parler de sa marque, qu'en est-il lorsqu'il s'agit de hedge funds avec des moyens colossaux? Ils peuvent aisément mettre en place des campagnes de communication dignes des plus grandes marques. Ils ont aussi l'avantage d'être en contact direct avec les dirigeants. Ils pourraient par exemple demander au PDG d'aller faire une interview ou d'aller communiquer sur un sujet en particulier, sur un nouveau produit ou que sais-je. On voit bien ici qu'il n'est pas difficile de modeler l'opinion des investisseurs particuliers, d'autant que la presse spécialisée est relativement concentrée. À ce moment-là, les particuliers voient l'action augmenter progressivement et de plus en plus vite, et ils commencent à s'interroger. La plupart des particuliers vont attendre d'avoir un maximum de confirmation avant de rentrer. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils achètent généralement sur des plus hauts. C'est ce fameux FOMO, Fear of Missing Out. Et c'est même plus
ça que les insiders manipulent plutôt que les marchés. Ils manipulent les émotions des investisseurs particuliers. Il suffit de créer assez d'avidité et les gens achèteront. Il suffit de créer assez de peur et les gens vendront. Ce schéma se répète à toutes les échelles, sur tous les actifs et pendant toutes les périodes. Certaines fois ça provoque un grand mouvement, certaines fois ce sera que de petits mouvements mineurs. Ce qu'on va chercher nous, c'est de voir où est-ce que les insiders vont se mettre à vendre. Et vous vous en doutez, ce sera principalement dans ces zones avec de forts volumes. Cette fois, les insiders ont créé de l'avidité et de l'intérêt de la part des particuliers, et les particuliers se mettent à acheter massivement, et c'est à ce moment-là que les insiders en profitent pour vendre et vider leur inventaire. Évidemment, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un retournement ensuite, puisque lorsque vous avez autant d'actions qui sont mises en vente, le cours n'évolue presque plus, et les investisseurs particuliers s'impatientent et peuvent se mettre à vendre également. Voyons maintenant ce qu'est le test. Le test, c'est ce qui permet aux insiders de savoir qu'il n'y a plus de vendeurs et qu'ils peuvent commencer à faire augmenter le prix d'une action après une phase d'accumulation. Le pire pour les insiders, ce serait d'avoir accumulé une grande quantité d'actions et de se retrouver face à un mur de vendeurs. Ils seraient alors bloqués et incapables de sortir de leur position. Ce fameux test, pour le réaliser, les insiders vont se mettre à acheter massivement et puis essayer de voir comment l'action se comporte à proximité de la résistance. S'il y a peu de volume et peu de vendeurs en face, c'est que la voie est libre. Néanmoins, pour s'en assurer, ils vont quand même provoquer une baisse assez rapide, mais avec de faibles volumes. Pourquoi? Parce que beaucoup d'acheteurs vont se dire « j'attends le breakout ». Il faut là les démoraliser et leur dire « il n'y aura pas de breakout ». Voyant un grand chandelier rouge, ces investisseurs récalcitrants se diront « voilà, c'est ma dernière chance de sortir à ce niveau-là et à proximité de la résistance ». Et donc s'il y en a encore, ils se mettront à vendre et nous verrons donc des volumes. S'ils ne vendent pas, c'est que logiquement il n'y a plus personne, ou du moins ceux qui restent n'ont vraiment pas l'intention de vendre. C'est pour ça qu'on voit un chandelier avec une grande ombre, on va avoir un mouvement rapide à la baisse, puis les insiders voyant qu'il n'y a plus de vendeurs vont se mettre à racheter et refaire monter le cours pour provoquer le fameux breakout. Pour plus de sécurité, les insiders vont également s'assurer qu'une mauvaise nouvelle, relativement mineure, paraisse le même jour, de manière à voir si cela peut provoquer de l'entrain et amener les vendeurs qui étaient encore un peu optimistes jusqu'à présent. Je suis sûr qu'il est déjà arrivé à certains d'entre vous de se retrouver dans cette situation. Vous achetez un actif, vous le gardez longtemps, vous subissez toute une perte, et lorsque l'actif se met à retracer une hausse, une nouvelle paraît, le sentiment est largement négatif, et vous vous dites « c'est ma dernière chance pour sortir ». Vous sortez, et que se passe-t-il? Vous voyez l'actif continuer de monter et retourner vers des plus hauts. C'est ce qu'on appelle la phase d'incrédulité ou disbelief, dans le fameux schéma de la psychologie de Wall Street, que je vous montre ici. Vous finissez par croire que c'est un piège et qu'en fait, le cours va continuer de baisser, mais il n'en est rien, et l'action continue bien de monter. Une fois ce test passé, comme vous le savez, les insiders changent de discours, les analystes changent de discours, l'action devient formidable, elle a de très belles opportunités de croissance et de superbes produits. Voyons maintenant ce qu'est le selling climax. Alors, l'expression est à prendre du côté des insiders, ce sont les insiders qui vendent, et non pas les particuliers. C'est un peu le coup d'éclat final. L'objectif est de finir de vendre l'entrepôt auprès des investisseurs qui étaient encore un peu optimistes et qui hésitaient. Ça se produit 2 ou 3 fois avant que le marché se mette finalement à baisser. Et puis comme vous pouvez le voir, ça ressemble quand même un peu à un feu d'artifice. Non. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a des chandeliers avec de grandes ombres vers le haut pour aller déclencher les stops et épuiser les investisseurs particuliers, notamment ceux qui veulent se positionner short. Et de même, tous ceux qui vont se dire « je vais acheter un breakout de cette zone de résistance » vont se retrouver à chaque fois à voir leur cours repasser en dessous. C'est un schéma qu'on voit assez régulièrement dans les récaps. Mais donc ce sont bien ces grandes ombres qui vont nous intéresser et qui vont nous permettre d'identifier un selling climax. La couleur du chandelier a assez peu d'importance. Et on retrouve là finalement les schémas qu'on avait vus dans les précédentes vidéos. Ce schéma que j'avais évoqué dans la vidéo précédente nous montrait plusieurs anomalies entre les volumes et les chandeliers. Ici on voit qu'on avait eu beaucoup de volume sur un chandelier petit et donc on avait eu une forte résistance. Par la suite, de grands chandeliers sont marqués avec de petits volumes. C'est une anomalie. Ce sont donc 2 anomalies. Il y a trop peu de gens qui achètent par rapport au mouvement en place. Et ces gens qui achètent vont donc se retrouver piégés si jamais il y avait des ventes massives. Et finalement, ces 4 chandeliers se résument en un seul chandelier d'une taille frame supérieure qui ressemble à ça, avec de forts volumes et cette forme qu'on appelle l'étoile filante, qui prouve qu'il y a eu un fort rejet à proximité de cette résistance. On comprend bien ici, et comme je l'avais évoqué dans la vidéo précédente, comment des investisseurs particuliers peuvent se retrouver bloqués
et se mettent eux aussi à vendre et déclencher leur stop sous cette résistance. Le fait de provoquer plusieurs fois ce schéma va décourager la plupart des investisseurs qui pensaient qu'on aurait une nouvelle jambe à la hausse, un nouveau mouvement haussier, et va aussi inciter ceux qui conservaient jusqu'à présent à vendre puisqu'ils vont voir qu'il y a justement beaucoup de résistance et peu de chances de voir un prolongement au-delà de cette résistance, étant donné que ça a déjà échoué plusieurs fois. Le buying climax, c'est tout simplement l'inverse du selling climax. Alors, il y a une petite spécificité dans le sens où les ombres ne vont pas se situer de la même manière et la base des chandeliers non plus. Ici, nous sommes dans une phase d'accumulation et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les insiders vont essayer de provoquer la panique à proximité de la résistance auprès des derniers investisseurs récalcitrants qui ne voulaient pas vendre. Ils vont donc faire bouger très rapidement le cours de l'action vers le bas, de manière à ce que les investisseurs particuliers qui restaient en position se disent « c'est ma dernière chance de sortir aussi haut ». Évidemment, les insiders en profitent pour racheter plus bas et finir de remplir leur entrepôt. Et on verra ensuite ce fameux test qu'on a vu avant pour s'assurer qu'il n'y a donc plus de vendeurs et qu'on peut provoquer un breakout. Finalement, on voit bien comment toutes ces manipulations s'articulent et comment, avec un minimum d'efforts, on va pouvoir avoir un maximum de résultats en profitant de la cupidité et de la peur des investisseurs particuliers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme ça que les insiders tradent. C'est comme ça que eux voient le trading. Et c'est en face de ça que vous allez vous situer lorsque vous allez être un trader. Évidemment, ces méthodes sont assez peu documentées. Il est difficile de savoir comment les insiders s'y prennent pour mettre en place ces manipulations. On se doute que leurs méthodes évoluent constamment et qu'il faut s'adapter à ces dernières, mais désormais vous avez des bases qui vont vous permettre d'être plus suspicieux lorsque vous voyez certaines choses se produire. Je partagerai avec vous au fur et à mesure mes découvertes à ce propos, car je sais à quel point c'est difficile de trouver ce genre d'informations sur internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a autant passionné que j'ai été passionné à la faire. Comme toujours, vous connaissez la chanson. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!